Bonjour tout le monde. Je vais commencer la matinée par un discours récriminatoire et vous allez comprendre pourquoi. Mais bon, c'est mi-sérieux, mi-fantaisiste hein, quand même. Mais j'aimerais quand même vraiment que cette vidéo ait un certain impact et qu'elle soit enfin écoutée. Bon, tout le monde n'écoute pas mes vidéos malheureusement parce que là, je serai un peu plus tranquille et j'aurai moins de déconvenus par rapport à des lecteurs ou des lectrices, hein. Donc voilà. Vous savez sans doute que j'ai commencé en 2012 hein, une série consacrée aux correspondances anciennes. Alors, de toutes les époques, la plus récente que j'ai publiée doit dater de 1950 et il y en a notamment sur les prisonniers de guerre. C'est là où je veux en venir. Alors, mesdames, messieurs, c'est très important ce que je vais dire. L'histoire n'a pas commencé en 1939. Il y a eu quelque chose avant, vous voyez? Il y a eu quelque chose avant. C'est incroyable ce que je vous raconte là, mais il y a eu autre chose que la Seconde Guerre mondiale. Je me suis intéressé notamment à la Seconde Guerre mondiale, mais cette série consacrée aux correspondances forme un tout. Il y a pour l'instant 19 volumes, le 20e va bientôt sortir, et pour vraiment comprendre euh, mon optique, comprendre ce que je veux faire, il faut lire à la limite les 20 volumes et ne pas sélectionner systématiquement ceux qui concernent la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu d'autres événements historiques, il y a l'histoire intime des personnes qui apparaît parfois dans les lettres, de façon d'ailleurs tout à fait chaste, j'ai envie de dire, enfin très correcte, hein, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une indiscrétion hein, de ma part comme on a pu me le reprocher parfois. Mais il n'y a pas que la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas comment dire, je sais pas comment l'exprimer autrement. Et j'ai l'impression que la plupart des gens, surtout hommes, s'intéressent à la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai remarqué que beaucoup de femmes avaient un esprit beaucoup plus ouvert, hein, une fois de plus, hein, et qu'elles étaient prêtes à s'intéresser au 19e siècle, au 18e siècle, voire avant. Bon, moi je me suis limité au XVIIe, enfin j'ai pas encore abordé des lettres du XVIIe siècle parce que auparavant, avant le XVIIe, je n'ai pas trouvé de lettres tout simplement. Et au XVIIe, il y en a assez peu dans ce que j'ai pu trouver. J'en trouve beaucoup du XVIIIe et encore plus du XIXe et encore sans doute un peu plus, quoique non pas tant que ça, du XXe, surtout le XIXe qu'on trouve, hein. Alors, je vais vous parler de cette série. Donc, l'idée de cette série, c'est que je fais se côtoyer des personnages connus souvent oubliés, avec des personnages totalement inconnus. Voilà, du grand public. Ça peut être, par exemple, des lettres de ma mère que je vais publier, ça peut être des lettres, d'une domestique, une cuisinière de maison bourgeoise et que je vais, publier en même temps dans un volume, spécial, enfin qui est spécialement consacré parallèlement à des lettres qui concernent la duchesse de Parme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idéologie de la série. Donc, ce qui fait que si on prend uniquement les lettres de la Seconde Guerre mondiale, qui se vendent très bien, effectivement, eh bien, on n'a pas une idée de la série, on ne comprend pas où je veux en venir, parce que moi, en fait, comme l'a souligné d'ailleurs, mais elle s'est reprise après, mais elle a eu tort peut-être de se reprendre, elle avait bien compris le truc. euh, Chaque livre, finalement, de cette série est une sorte de pièce de puzzle et il prend son sens par rapport à toute la série. Enfin, encore plus. En tant que tel, chaque volume a un sens, bien évidemment, mais il a encore plus de sens s'il est pris dans le cadre de la série complète. Voilà. Qui n'est pas terminée, d'ailleurs. Vous allez me dire, bah oui, mais on peut pas, elle n'est pas terminée. Oui, mais on a déjà, avec les 20, si on lit les 20, on a une idée du message que je veux délivrer. Donc là, je voulais à peu près présenter. Donc c'est aussi une lutte contre le faux terroir lénifiant. Vous savez, ces livres essentiellement des éditions de Boré en Auvergne qui présentent en fait l'histoire sous une forme très romancée, mais pourquoi pas, hein. Mais le problème, c'est pas ça. Il y a de très bons livres dans cette maison d'édition, mais on présente ça comme le vécu. Non, si vous voulez du vécu, il faut lire Michel Lèbre, il faut lire des lettres anciennes, même si effectivement dans une lettre
comme me disait une ancienne amie que j'avais quand j'avais 20 ans, on s'endimanche moralement, c'est pas tout à fait la réalité, mais c'est toujours plus proche de la réalité que ces reconstitutions historiques. Alors on prend un thème, on prend une histoire, une intrigue, on met un peu de féminisme pour faire bonne mesure, mais un féminisme qui peut être compris par des personnes marquées très à droite, hein, voilà, enfin très à droite, plutôt à droite, très conservatrice, etc. Et on en fait un livre divertissant, très bien fait d'ailleurs, hein. J'en ai lu un au moins de ce genre-là, un ou deux. Enfin, oui, avec récemment du moins, parce qu'après, avant j'en ai lu beaucoup d'autres. Et voilà, pas de problème, hein. Mais ce n'est pas le vécu. Ce sont des romans historico-sentimentalo, terroiros, je sais pas comment on peut les appeler. Voilà. Donc moi, j'ai voulu lutter contre cela en publiant ces lettres. Donc je voulais toutes les présenter ce matin. Alors le premier qui est paru donc, c'est Lettre à Yvonne. C'est une marraine de guerre qui vivait à Clermont-Ferrand. D'ailleurs, j'ai, rencontré, une de ses descendantes, qui doit m'envoyer bientôt des éléments, sur cette Yvonne Fuline, hein, puisque beaucoup de gens enfin beaucoup, plusieurs personnes m'ont appelé à la suite de ces publications, hein. Pour celui-là, par exemple, j'ai eu un appel, hein. Ça, c'est très intéressant. C'est le numéro 1 de la série. Ensuite, il y a eu un maréchal contre une pintade, la pénurie en France durant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on reste effectivement dans la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai pris ça par hasard. C'est pas une période qui m'intéresse plus qu'une autre. Ce qui m'intéresse sont les lettres, sont les gens qui vivent dans un contexte historique en fait, hein. Voilà, là des lettres sur la pénurie, essentiellement dans le nord de la France, vers Caen, voilà. Là, on ne m'a pas appelé, hein, donc on m'a appelé juste pour le premier. Lettre à ma mère, là j'ai eu aussi des descendants qui m'ont contacté pour ce personnage qui écrit à sa mère, qui est issu du stalag 2A, qui était à Iron-des-Burons. Donc des lettres qu'il écrit à sa mère, très matérialiste. C'est pas mon livre préféré, c'est celui qui a eu le plus de succès. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être par rapport au titre. Bon, alors que moi, pour la mer, c'est vrai que c'est pas forcément un thème qui me plaît plus qu'un autre, hein. Bon, moi je suis pas côté gnangnan, enfin j'ai un petit côté gnangnan, hein, c'est sûr, hein, j'aime bien ce qui est sentimental, mais pas à ce point-là quand même, hein. Je suis pas dans l'idéalisation des mères ou des pères ou de la famille, hein, pas du tout, hein. Mais bon, voilà. Le troisième, on m'a appelé pour 2 livres sur 3. Alors celui-là, qui est beaucoup plus intéressant que Lettre à ma mère, prisonnier de guerre d'Auvergne et d'ailleurs, il y a des lettres de Clermont, enfin, deux personnes qui ont vécu à Clermont, Iron-des-Burons, Maringues, Le Mont-d'Or, Aubière, Pompadour, Jonquière, Paris 19e et Paris 6e. Beaucoup plus intéressant celui-là. Alors mon cher petit Jean, ce sont les lettres d'une cuisinière de maison bourgeoise. Là, c'est une photo de ma collection, mais ce n'est pas Madame Sanson, hein, Suzanne Sanson. D'ailleurs, je ne sais pas si maintenant je pourrais peut-être retrouver plus de choses. Si je le faisais maintenant, il serait peut-être plus complet cet ouvrage, mais peut-être que je le reprendrai, hein, voilà. Ensuite, il y a 2 mots pour te dire. Alors là, c'est encore un prisonnier de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est peut-être moi qui ai un peu cherché, mais j'ai pas fait que ça, hein. C'est le hasard qui m'a conduit là-dessus et j'ai voulu m'entraîner finalement sur ces livres avec des lettres qui me tenaient moins à cœur que les autres, hein, je dis franchement. La Seconde Guerre mondiale, moi, c'est un thème qui me passionne pas du tout, qui peut m'intéresser ponctuellement, notamment, par rapport à la vie dans les stalags et les oflags. Heu, mais c'est tout, hein. Je sais pas, c'est trop récent pour moi. Et donc là, donc il y a vraiment le beau visage d'ailleurs, du prisonnier de guerre en question. Là, on ne m'a pas appelé non plus. Alors là, ça m'a valu, j'ai reçu un appel directement à mon travail, du fils, non pas d'Anaïs Bonardel, qui est devenue religieuse, qui n'a pas eu d'enfant et qui est morte vers 35 ans, mais elle s'occupait d'un tout petit enfant et j'ai eu le père, pardon, le fils de ce petit enfant dont elle s'occupait, qui était très content de retrouver des éléments sur la nourrice de son père, hein. Anaïs Bonardel, ça c'est un des meilleurs que j'ai fait, sœur Marie-Étiennette de Jésus. Donc les lettres sont 1905, enfin première, les années 1900-1910, et c'est vraiment un des phares de ma collection, celle-là, hein. C'est un des plus importants
c'est celui qui commence voilà, c'est vraiment intéressant. Alors, par la barbe de Louis Benjamin, peut-être le meilleur. Alors, des lettres de 1875, 1876, 1877, où on apprend énormément de choses sur les universités, la façon de noter avec des boules. Vous voyez, on notait pas avec des notes 15 sur 20, 18 sur 20 ou 2 sur 20, mais avec des boules rouges, blanches, etc. Voilà, notamment, hein. Donc, ils étaient originaires de Valence et ils étudiaient à Grenoble. Alors ensuite, un livre qui me plaît beaucoup aussi, qui a eu un certain succès quand même celui-là, mais qui a été pris pour un roman historique et donc les gens ont été déçus parfois. Une comtesse des ténèbres. Alors là, j'aborde la question enfin de nombreuses questions d'ailleurs, hein. Comment dire, de l'éducation des femmes principalement, c'est la partie la plus intéressante. J'ai fait un peu une revue de questions sur cette thématique et c'est la comtesse Caroline de Choiseul, mademoiselle de Choiseul, bien que n'étant pas mariée, comme elle faisait partie d'une congrégation, d'une confrérie, elle avait le droit au titre de madame donc, et de comtesse. Voilà. Donc les tiroirs de la comtesse Caroline de Choiseul, dame de la duchesse d'Angoulême, madame royale, hein, et dame d'honneur de la duchesse de Bordeaux, la comtesse de Chambord. Là, je suis assez content de moi, sauf peut-être la première partie. Il y a 4 parties. La première partie, mon relecteur m'a dit d'ailleurs que j'avais tendance à aborder l'histoire comme Sacha Guitry, ce qui est vraiment insultant parce que c'est vraiment, je sais pas si vous avez vu certains de ses films, si je crois que si Paris m'était compté, j'ai trouvé assez piètre, même s'il y avait beaucoup de une belle mise en scène et beaucoup de vedettes, dont Michel Morgan, enfin plein d'autres. Mais c'est pas convaincant pour moi, hein, donc voilà. Mais il y a 3 autres parties qui vraiment tiennent la route, comme on dit, pour utiliser un terme moderne. Et voilà, donc j'ai parlé de la comtesse de Chambord, de la duchesse d'Angoulême et de l'éducation des femmes, hein. C'est pas mal ça. Alors là, par contre, j'avais envie de changer la couverture parce qu'apparemment, ce n'est pas le portrait, mais je pense que si quand même, de la vraie duchesse de Parme. J'avais une photo, j'avais acheté une photo carte de visite albuminée de la duchesse de Parme et je vais la remplacer parce que ça ne me plaît pas. Alors la dernière duchesse de Parme, Louis-Marie-Thérèse d'Artois, donc c'est la sœur du duc de Bordeaux, du comte de Chambord, alias le comte de Chambord, et la belle-sœur de la comtesse de Chambord, alias la duchesse de Bordeaux. Voilà. Donc là d'ailleurs, c'est le beau portrait de la duchesse de Bordeaux, alias la comtesse de Chambord. Voilà, là c'est pas mal celui-là. Bon, je le trouve très scolaire, très sérieusement fait, mais c'est l'ouvrage d'un écolier, enfin d'un écolier, d'un élève de, je sais pas, de première, un bon élève de première qui ferait ça plutôt. Voilà. Moi, je dis franchement ce que je pense et j'ai pas envie de dire, ah bah celui-là, je le trouve formidable. Ce livre, il y a des livres que je trouve très bien dans ceux que j'ai faits. Qu'est-ce que c'est? Et d'autres qui me plaisent moins. Bon, après coup, hein. Alors, pour étudier les coccinelles, on revient dans la Seconde Guerre mondiale. Les lettres d'un prisonnier de guerre, donc, qui s'appelle Marius Roch. Voilà, rien à en dire de plus. L'Esprit des Mortemarts, donc celui-là j'ai fait avec l'aide de Gérard Tabary pour certaines parties, de même que la Duchesse de Parme, il m'a aidé pour la consultation des, comment on appelle ça, des recensements. J'avais du mal à l'époque. Voilà, donc là c'est le portrait pixelisé, malheureusement il n'y avait pas d'autre, hein, j'ai pas pu faire mieux, de la duchesse Pozzo di Borgo, qui écrit donc à son petit-neveu, Humbert de Marcieux, le comte Humbert de Marcieux, et il y a des allusions à Victor Duruy, le fameux ministre de l'Éducation du Second Empire, et également à Marie Pape Carpentier, qui a été très importante aussi. Donc, vous voyez, euh, bon, on n'apprend pas énormément sur la duchesse Pozzo di Borgo. J'ai fait avec ce que j'ai pu, avec le peu d'éléments dont je disposais, mais L'Esprit des Mortemarts, je trouve que c'est un livre quand même assez intéressant aussi. Alors, Le Séjour au Mont d'Or de Christiane Boisbourdin, là c'est les lettres les plus récentes, 1950. Alors, c'est Germaine et Lucien Boisbourdin. Lucien Boisbourdin, il avait la Légion d'honneur d'ailleurs, hein, et j'ai retrouvé des traces de cet homme grâce à cela. Et donc, c'est une jeune femme qui va être secrétaire comptable au Mont d'Or dans une boucherie. Et ça se passe pas très bien, mais bon, elle raconte ça dans des lettres. Donc voilà, j'ai mis une cascade, la cascade du Quereuil, du Mont d'Or, avec une personne qui est là, une dame de 1929, hein, je ne sais pas qui c'est, mais j'aime bien ce livre aussi, il ne s'est pas du tout vendu par contre, hein. Bon, bref.
Certains, j'en ai vendu un exemplaire et d'autres énormément. Alors, visage du Stalag et de l'Oflag, donc c'est un petit peu léger, ça veut dire que j'ai réuni quelques lettres. C'est pour ça qu'il était assez mal perçu celui-là, hein. Mais c'est pas de ma faute, j'ai voulu réunir ce que j'avais comme lettres essentiellement du donjon, c'est dans l'Allier, de QC, de quoi de Clermont-Ferrand, de la Chapelle aux Chasses, de Neufhall-le-Château, etc. Il y a plusieurs, voilà. Et j'ai voulu faire donc Allier et Puy-de-Dôme avec ce que j'avais. J'en ai peut-être d'autres, mais je ne les ai pas retrouvés encore, hein. J'en ferai d'autres. Donc c'est intéressant, c'est pas que je m'intéresse pas à la Seconde Guerre mondiale, mais il n'y a pas que la Seconde Guerre mondiale dans l'histoire. Vous voyez, c'est comme si on disait, bah, le cinéma, c'est les femmes fatales au cinéma, c'est juste Brigitte Bardot. Non, il n'y a pas eu que Brigitte Bardot. Ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas la pire non plus, hein. Il faut arrêter. Quoique, bon, dans le cas de Brigitte Bardot, c'est peut-être mal pris l'exemple parce que c'est avant tout pour la femme, le personnage, hein, plus que pour l'actrice. Même si l'actrice est intéressante aussi, faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, dire qu'elle était nulle, c'est faux. Bon, on voit bien hein, quand elle joue, si le cinéaste sait bien l'utiliser, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. Mais il n'y a pas eu qu'elle sur Terre, voilà. Il n'y a pas eu que Brigitte Bardot. Je sais pas. Enfin bref, vous voyez. Voilà, donc là. euh, alors, un pensionnaire de quatrième du collège Saint-Joseph à Montluçon écrit à ses parents. C'est Henri de Rovira, issu d'une grande famille. Et donc là, c'est lié à Montluçon. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ces lettres. J'étais content de les trouver. Par contre, j'aurais envie de les republier pour qu'elles apparaissent en meilleure qualité, en version comment dire, couleur pour qu'on voit bien les lettres. Je ferai peut-être, hein, si j'ai le temps. Ensuite, un intendant en général remarquable. Là, on va dans le. Ça, c'était début de siècle, hein, des années. Non, pendant la guerre, 1917-1918. Là, un intendant général remarquable, c'est Paul Esprit Marie de la Bourdonnais, comte de Blossac, marquis du Timeur et marquis de la Bourdonnais, et c'est par rapport à ses travaux sur un, comment dire, d'intendant général. Ça correspond plus ou moins peu ou prou, mais je vais faire hurler contre moi si je dis ça, au préfet actuellement, hein, je dirais. Et ce comte de Blossac, il est responsable d'une promenade célèbre donc en Haute-Vienne, hein, voilà. Donc ça, c'est quelques lettres de ce 18e siècle, fin 18e, hein, vous voyez. Il y a eu quelque chose avant 1939, hein, vous voyez, la preuve. Puisque 1939, c'est-à-dire qu'il y a eu 1938 années du calendrier, enfin oui, comment dire, euh, voilà. Et avant, encore avant Jésus-Christ, mais là je peux pas publier des lettres avant Jésus-Christ. Et je vous dis, avant le 17e siècle, c'est très difficile d'en trouver, hein. Mais il y a eu une histoire avant. Et oui, je vous l'apprends, hein, c'est incroyable. Euh, alors, j'étais marin à bord du Charles Martel, puis timonier sur la Couronne, le Lavoisier et le Kléber. Là, c'est une incursion dans le domaine de la marine de guerre, et ça m'a appris beaucoup de choses. Et donc, il y avait donc lui, ce n'est pas mon héros, c'est pas sa photo. J'ai pris celui-là, non pas parce qu'il est beau, mais parce que il est marin sur un cuirassé. Je voulais pas un marin de la marine marchande, enfin oui, voilà par exemple. Je voulais un marin de cuirassé et j'avais cette photo. Et donc, j'ai retracé de façon relativement complète la carrière de ce jeune homme donc, qui est mort à 21 ans, de diphtérie d'ailleurs, hein, si je m'en souviens bien, parce que j'écris tellement, je finis par oublier, et et je trouvais ça triste de laisser ces lettres comme ça. Il y en avait quelques-unes, je suis très content de les avoir fait ressortir. Par contre, j'aurais dû, une fois de plus, les publier en couleur, et je les ai recopiés, bien évidemment. Et il écrit à ses parents, ce jeune homme, et ça m'a permis de parler donc du Charles Martel, de la Couronne, du Lavoisier et du Kléber. Donc ces quatre navires de guerre, hein. C'est pas inintéressant du tout. Ça m'a changé un petit peu de mes travaux habituels. Alors, un livre que j'aurais peut-être pu développer davantage, la tante Germaine de mon mari lui avait donné une lettre qui relatait une exécution capitale qui avait eu lieu donc le 16 juin 1866. J'ai bien sûr retrouvé qui avait été guillotiné à cette époque-là. C'est un certain Barthélemy Sellier, un nouveau Claude Gueux, référence à Victor Hugo. Ça ressemble énormément son histoire à Claude Gueux de Victor Hugo, hein.
et une victime de l'homophobie avant la lettre. Donc c'était manifestement un homo. Bon, est-ce qu'il a pâti de cette caractéristique? Mais apparemment oui, puisque vraiment la période était homophobe, hein. Franchement, avant la lettre, parce que ça n'existait pas. Il était normal à l'époque d'être homophobe. Et je pense qu'il y avait déjà des gens un peu futés, hein, qui comprenaient. Donc voilà. Donc c'est assez intéressant, mais un peu succinct. C'est pas le meilleur que j'ai fait. Après, je n'ai pas eu envie de me plonger dans le dossier euh, judiciaire qui existe d'ailleurs. Je me suis basé sur des résumés de la situation et je pense que ça m'a donné quand même une idée suffisante. Alors le 19e, les Lilas de septembre, là aussi j'ai été contacté par pas mal de personnes, hein. Euh, et là, j'ai publié en couleur les lettres de Marie Astérie Félicie Potiron de Boisfleury, née Vidal de la Pise. Donc, c'est par rapport à Rocamadour, vous voyez le château de la Pannonie, environ de Gramat, château de la Pannonie, que je mets ici. Là, ce sont les lettres d'une jeune fille à une amie, une sorte d'amitié amoureuse, on va dire, hein. Et elle raconte ce qu'elle fait, et c'est intéressant. Elle fait notamment allusion à un compositeur que j'aime bien, beaucoup même, Giacomo Meyerbeer. Elle assiste aux Huguenots. Voilà, donc j'ai fait un petit passage sur les Huguenots, j'ai recopié les lettres et j'ai donné des informations généalogiques sur ce personnage. Donc celui-là, il y a eu vraiment des retours aussi en termes voilà, de descendants. Pareil pour la duchesse Pozzo di Borgo, je vous l'ai peut-être pas dit, hein, il y a eu aussi des retours, hein, voilà. Mais pas des gens qui étaient directement liés à la famille, mais des gens qui, je pense, s'étaient intéressés au personnage, hein. Voilà. Et le 20e, ça sera très court en matière de lettres, c'est limite, hein. Il y a que 2 lettres dans le dernier que je fais, c'est le 20e, le numéro 20 de cette série, et c'est quelqu'un qui a vécu donc de 1841 à 1913 et qui est né à Thiers. Il est mort à Asnières, mais il est né à Thiers. Donc, effectivement, vous voyez, 1841 à 1913, c'est avant 1939. Il y a eu des événements avant. Oui, oui, incroyable, hein, mais c'est incroyable. Moi, j'en reviens pas, hein. Je savais pas que. Je pensais que tout avait commencé en 1939. Je suis désolé, mais je dois être nigo, moi aussi, hein. J'ai jamais été un brillant élève, donc c'est peut-être pour ça, hein. Voilà, donc il y a eu de l'histoire avant 1939. Voilà, on en a la preuve avec ce que j'ai fait là. Euh, voilà, c'est une vidéo, mais d'une importance capitale sur le plan historique, sur le plan de l'humanité. Et voilà. Donc c'est évidemment Aimé Louis-Étienne Grandjean, donc le photographe, le peintre, le musicien, le pianiste, l'organiste, le compositeur de musique, hein, qui est né à Thiers. Donc je vais bientôt le sortir, d'ici peut-être, je sais pas, on est le 12, peut-être d'ici la fin du mois, il sera prêt. Et je vous en ferai également part, ça sera mon numéro 20 de ma série consacrée aux correspondances anciennes. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté, à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à diffuser la vidéo et à informer le monde qu'il y a eu quelque chose avant 1939. Voilà.